Alors bienvenue chez moi pour le confinement. Je voulais faire une vidéo spéciale depuis un petit moment, mais du coup j'avais pas le matériel pour ça, j'avais pas la caméra, il a fallu que je retrouve le chargeur, j'avais pas la tablette pour dessiner les schémas. Je voulais faire une petite vidéo spéciale sur les PC portables parce que beaucoup de gens m'ont demandé par rapport à ça. Le truc c'est que quand je suis au magasin, c'est pas évident de prendre bien le temps de pouvoir expliquer ça parce que généralement je fais une réparation et forcément on passe aux suivantes la journée. Mais là, évidemment, comme il y a le temps, eh bien, j'en profite. Donc, on va voir un petit peu comment ça fonctionne une carte mère de PC portable. Donc, j'en ai pris deux, une carte mère de Asus et une de HP, mais bon, ça marche pour tous les modèles. Alors, le truc intéressant à savoir avec les cartes mères de PC portable, c'est que bien souvent, on n'a pas toujours accès au schéma électronique. Donc, forcément, on a besoin d'avoir un peu d'expérience, de savoir comment c'est fait à l'intérieur, comment sont placés les composants, à quoi ils servent, etc. Et c'est vrai qu'effectivement, souvent, on n'a pas de schéma. Donc, on arrive des fois à trouver le board view, donc un petit peu comme le logiciel ZXW pour les iPhones. Des fois, on arrive à trouver le schéma PDF, donc le schéma papier. Des fois, aucun. Donc, vraiment, ça dépend de ce qu'on peut trouver. Donc, là, par chance, pour la Asus, j'ai le board view, et pour la HP, j'ai le schéma papier. Par contre, j'ai pas le board view pour la HP, et j'ai pas le schéma papier pour le Asus. Donc, en gros, c'est voilà, c'est pas mal. On va avoir un petit peu de tout, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Un board view sur le PC portable, et un schéma papier aussi. Alors forcément, c'est plus complexe, je dirais, qu'un iPhone. Pourquoi? Parce que sur les iPhones, on a des puces intégrées. C'est-à-dire que dans une seule même puce, on va avoir plusieurs choses qui sont gérées par la même puce. Donc c'est plus simple. C'est-à-dire quand il y a un problème, par exemple, de charge, on sait que c'est la puce USB ou la puce Iris qui gère la charge. Sur un PC portable, c'est un peu plus complexe parce que chaque composant n'est pas intégré, mais vraiment sur la carte mère. Ça peut être une bobine, un condensateur, la puce de charge, parce qu'il y en a une aussi forcément dessus, ça peut être la puce Super I/O, on va en parler un peu plus tard, ça peut être vraiment beaucoup de choses, un peu plus que sur les iPhones, et là je parle que de la charge. Si on n'a pas de Wi-Fi, ça peut être la carte Wi-Fi bien sûr, mais ça peut être aussi le chipset, ça peut être une bobine, enfin ça peut être plein de choses, alors que sur les iPhones tout est intégré en général, on a quelques condensateurs autour bien sûr, mais c'est tout. Donc il faut forcément savoir à quoi sert quoi, comment ça fonctionne bien sûr, et on va parler un petit peu de tout ça. On va bien sûr partir du départ, c'est-à-dire qu'on va parler de comment ça se passe quand on branche le chargeur, qu'est-ce qui se passe, quels sont les rails d'alimentation qui sont créés. On va parler des états aussi, parce que, encore une fois, sur un iPhone, il y a que, je dirais, 3 états. Allumé, éteint, et quand il est en veille, c'est-à-dire quand il est allumé, mais que vous avez l'écran qui est éteint. Sur un PC portable, il y a un état de plus, on a éteint, veille prolongée, veille et allumé. Donc il y a un état supplémentaire, donc forcément, les voltages ne sont pas les mêmes, il faut donc savoir les reconnaître. On va parler de ça, et forcément, on va aussi parler de quelques petits composants qu'il y a sur les cartes mères, donc les transistors, parce que sur les cartes mères de PC portable, il y en a beaucoup, et comme c'est des composants qui travaillent beaucoup, forcément, ils ont tendance à lâcher. Les condensateurs, bien sûr, et deux petites puces que j'aime beaucoup, la puce de charge et la puce 5 volts, 3 volts. Donc c'est parti, on se plonge là-dedans, et on voit un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc on va rapidement faire un schéma papier de comment fonctionnent les premiers composants lorsque l'on branche un chargeur sur une carte mère de PC portable. Alors je vais partir du connecteur de charge, donc ça c'est votre connecteur, vous branchez votre chargeur sur le PC portable, donc il faut savoir qu'on a 19 volts sur le chargeur d'un PC portable bien souvent. Donc on va avoir une seule et toute première ligne qui va aller directement à la puce de charge, je vais l'appeler ISL parce que c'est un fabricant de puces de charge très courant sur PC portable, et cette ligne-là, la même, va aller tout de suite à un premier transistor. Okay, on va avoir un deuxième transistor. Et ensuite, on va avoir l'équivalent de notre VCC main sur cette ligne. Je vais l'appeler donc VCC main ici. Mais en gros, c'est notre ligne principale qui fait donc 19 volts. Clairement, c'est le jus qui vient du connecteur qui est juste ici. Voilà. Cette ligne va, bien sûr, après aller à d'autres composants, mais on va le voir après. Je voudrais d'abord parler de cette partie-là. Cette partie-là est extrêmement importante, parce que quand on branche le chargeur, on va avoir la puce de charge qui va être alimentée en premier, qui va donc ouvrir le premier MOSFET, qui va donc délivrer les 19 volts au second MOSFET, et elle va ouvrir le second MOSFET pour que la ligne continue, et du coup que cette ligne-là rejoigne le VCC main en quelque sorte. Voilà, donc sur les PC portables, on a deux MOSFET qui sont contrôlés par la puce de charge. Pourquoi? Eh bien parce que si, par exemple, vous mettez un chargeur qui n'est pas compatible avec votre machine ou qui a un voltage trop élevé ou pas assez élevé, ça peut être ça aussi, eh bien c'est la puce de charge qui va le détecter et qui va dire toi tu t'ouvres ou toi tu t'ouvres pas. Et pareil, s'il y a un court-circuit sur cette ligne-là qui est très importante, eh bien elle va couper les transistors en question afin de sécuriser la carte mère et ne pas faire de dégâts.
Bien souvent, ces transistors-là, comme ils travaillent beaucoup, ils claquent. Il est possible aussi que la puce de charge claque. Bon, ça fait un peu brouillon ce que je fais, mais c'est vraiment très important de comprendre comment tout ça, ça fonctionne. C'est très simple, hein. Au départ, c'est vraiment très simple. Donc maintenant qu'on sait à peu près ça, je vais vous montrer rapidement sur la carte mère où c'est placé. Voilà, donc là j'ai pris une carte mère, celle du Asus, mais sur le HP c'est plus ou moins pareil. On a donc ici le connecteur de charge, on peut le repérer facilement. Voilà, hop, on le voit juste ici, donc on branche notre chargeur ici. Et donc on va essayer de chercher ces deux petits MOSFET qui ont tendance généralement à lâcher. Donc je retourne la carte mère parce que souvent ils sont très proches du connecteur. Et là je vois deux composants, ce sont les deux MOSFET. Ils sont souvent côte à côte, ou en tout cas ils se suivent en ligne. Ils sont vraiment très proches l'un de l'autre, très souvent. Voilà, on les voit vraiment bien. Donc il arrive parfois que l'un des deux claque. Alors comment on fait pour savoir s'il est bon ou mauvais? Eh bien c'est pas compliqué. On teste à leur sortie s'il y a bien 19 volts. Et s'il y a un manquement de voltage, forcément c'est soit la puce de charge qui n'ouvre pas les MOSFET parce qu'elle est claquée, ou il y a quelque chose qui ne lui convient pas, on va dire. Soit un de ces MOSFET là est claqué, soit les deux sont claqués. C'est déjà arrivé aussi lors de surtension, hein. Si par exemple vous avez de l'orage, les deux MOSFET là ils ont vraiment tendance à claquer rapidement, on va dire. Il faut aussi office de sécurité en quelque sorte. Donc voilà, première chose à vérifier, les MOSFET ici. Est-ce que vous avez bien votre 19 volts de chargeur qui en ressort? C'est vraiment très important. Bon, maintenant c'est bien, on a repéré les MOSFET, mais il faut savoir où est la puce de charge parce que c'est elle qui les contrôle encore une fois. Alors, bien souvent la puce de charge, elle est pas loin du connecteur de batterie. Donc là, je remets la carte mère en plus haut, on voit pas franchement de connecteur de batterie par là. Je cherche et là j'ai le connecteur de batterie. Donc on va essayer de chercher dans cette zone là. Si c'est pas de ce côté là, ce sera de l'autre côté. S'il n'y a pas une puce qui pourrait ressembler à une puce de contrôle. Donc je retourne la carte mère et je regarde un petit peu ce que j'ai. Donc là pour l'instant je vois pas grand chose. Ah, là j'en ai une qui est un peu plus proche, ce serait peut-être celle-ci. Voilà, on est vraiment pas loin du connecteur de batterie. Il y a de fortes chances pour que ça ce soit la puce de charge. Donc voilà, tout fonctionne on va dire avec logique sur un PC portable. Puce de charge, batterie, donc proche batterie. Voilà, les MOSFET, forcément proche connecteur. Et on va parler un petit peu plus tard de la puce 3V, 5V. Et bien forcément, ça c'est facile aussi à repérer. Si on a un petit doute sur un composant, on peut très bien taper sa référence parce que par chance, sur les PC portables, on a beaucoup de références notées sur les puces. Il suffit simplement de taper la référence sur Internet et on saura tout de suite, via le datasheet, donc en gros l'espèce de carte d'identité du composant, on pourra savoir ce que c'est réellement. Est-ce qu'on sait pas trompé, est-ce que c'est bien la puce de charge ou est-ce qu'on fait fausse route? Et dans ces cas-là, on cherche ailleurs. Ça permet vraiment de savoir. Et bien souvent, on finit par les reconnaître assez rapidement et aussi par leur marque. Par exemple, je vous disais tout à l'heure que les puces de charge, bien souvent, c'est ISL pour les PC portables. Mais on a aussi du BQ qui est du Texas Instruments, en quelque sorte, c'est ça. Bref, voilà. Donc là, on a trouvé nos deux MOSFET et notre puce de charge. Donc, si je n'ai pas mes 19 volts à mes deux MOSFET, eh bien, je tenterai d'abord de changer les MOSFET et bien sûr de tester la puce de charge, voir si elle n'est pas cramée. Alors, bien souvent, encore une fois, si on a quelques pièces de carte mère en HS pour pièces, eh bien on peut récupérer les MOSFET qui sont souvent les mêmes, même si ce n'est pas les mêmes marques, et on peut aussi récupérer les puces de charge qui des fois sont les mêmes. Donc c'est vrai que par chance on peut trouver des composants sans avoir besoin de les commander. Et ça c'est pas mal non plus, ça évite de trop s'embêter à chercher un peu à droite à gauche ou sur internet où trouver les composants. Alors que finalement quand on a 10 cartes mères qui traînent dans tous les sens, eh bien on peut peut-être trouver des composants qui sont finalement compatibles ou même qui sont les mêmes. Voilà, donc on va passer à la suite, on va regarder rapidement sur le schéma de la carte mère. Donc là je vais prendre la HP par exemple, et on va en parler rapidement pour vous dire comment ça fonctionne. C'est parti. Nous voici donc sur le schéma d'une carte mère de PC portable. Elle se ressemble beaucoup, hein, c'est toujours plus ou moins le même schéma. Donc là on est sur du HP. Alors, on va essayer de repérer déjà ce dont j'ai parlé tout de suite. Alors, pour essayer de repérer ce dont j'ai besoin, on va aller vers la charge. Parce que comme c'est la puce de charge qui gère en gros la toute première ligne d'alimentation principale de l'ordinateur, on va aller du côté de la puce de charge. Donc là, ça va être en page 34. L'avantage, c'est que c'est marqué. C'est pas toujours comme ça, mais ça arrive assez souvent quand même. Donc je vais aller en page 34. Hop. Et nous voici sur le schéma de la puce de charge. Alors, ça a l'air assez complexe vu d'ici, mais quand on suit uniquement les lignes très importantes qui sont vraiment obligatoires d'être présentes, on va dire, ça devient beaucoup plus simple. Alors, on va bien vérifier. On est bien sur la charge, hein, il y a bien marqué chargeur. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà, on est bien sur la puce de charge. Alors, comment ça se passe? Là, techniquement, on est censé avoir d'un côté la batterie et de l'autre côté le connecteur DC jack. On le voit juste ici, donc je vais zoomer encore un tout petit peu plus. Voilà, DC jack. Donc là, c'est ici que vous branchez votre chargeur, votre connecteur.
Donc on a d'un côté le VDD, le plus, et forcément de l'autre côté le moins. On a aussi une petite LED, ça c'est propre à certains modèles de PC portables comme les HP, où on a une petite LED qui confirme qu'effectivement on a bien branché le chargeur. Bon, nous ce qui nous intéresse c'est vraiment le plus 19 volts qui passe ici. Donc on a notre 19 volts qui arrive à des petites bobines là, jusqu'ici rien de franchement phénoménal. On a un premier MOSFET, et le fameux deuxième MOSFET, le PQ50. Voilà, donc ces deux MOSFET là, comme je disais, ils sont contrôlés par la puce de charge. Alors d'accord, la puce de charge c'est bien, mais pour qu'elle puisse fonctionner, il faut forcément qu'elle ait elle-même du courant. Alors, comment savoir comment est alimentée la puce de charge? Eh bien, on va aller dessus, et bien souvent, pour les composants, on a un V-in ou un VCC, ou dans ce genre-là. Et là, on a du VCC juste ici. On va donc essayer de suivre ce voltage, cette ligne. Et on se retrouve avec du plus VA. Voilà, ça c'est plus VA, plus VAD1, plus VAR. Bref, moi ce qui m'intéresse c'est plus VA, le plus simple en général parce que c'est les premières lignes qui sont créées. Je remonte un peu. Voilà, le plus VA il est juste ici. Ce qui veut donc dire que dès qu'on branche le chargeur, le plus VA il va directement ici et il va alimenter tout de suite la puce de charge. C'est comme ça que la puce de charge fonctionne. Donc on branche notre chargeur, la première puce à être alimentée c'est la puce de charge, tout simplement. Et ensuite, une fois que elle est alimentée, elle va pouvoir ouvrir les fameux MOSFET qui sont ici et là. Donc déjà, on peut tester, lorsque l'on branche le chargeur, si on a bien du 19 volts à notre VCC de la puce de charge, tout simplement, le VCC qui est juste là. Si déjà on n'a pas de 19 volts ici, c'est qu'on a un très gros problème, c'est-à-dire qu'on a peut-être une bobine là qui est coupée, un fusible qui est coupé s'il y en a, ou notre chargeur est simplement mort, ça peut arriver aussi, mais ça on pourra le tester directement au connecteur du PC portable, tout simplement. Bref. Donc là, on sait que notre puce de charge, elle est alimentée. Si les MOSFET ne sont pas ouverts, c'est pas compliqué. Soit celui-ci, il est mort, le PQ48, c'est le premier. Soit celui-ci, il est mort si j'ai du jus ici, mais pas ici. Soit la puce de charge n'ouvre pas les portes des MOSFET, et donc c'est la puce de charge qui est en cause. C'est vraiment assez simple à comprendre dans ces cas-là. Il y a juste une petite subtilité. Il faut savoir que si les MOSFET sont bons, qu'on en est sûr, que la puce de charge elle est bonne, qu'on en est sûr, mais qu'elle ne s'ouvre pas, qu'on n'a pas de courant, après le PQ50, donc ici sur cette ligne-là, il est simplement possible qu'il y ait un court-circuit sur cette ligne-là, la ligne vraiment principale de la machine. Pourquoi? Eh bien simplement parce que ici, on a une shunt resistor. Cette résistance, en gros, elle va contrôler le courant que la machine, on va dire, consomme. C'est grâce à ça que vous avez une autonomie décrite par Windows sur votre machine. Par exemple, quand il vous dit il vous reste 15 minutes d'autonomie ou 30 minutes d'autonomie ou 1 heure. Eh bien, c'est grâce à cette résistance et à la puce de charge qu'on le sait. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un système tout simple. On a une petite résistance là qui vient contrôler le courant qui rentre et une ici qui vient contrôler le courant qui sort. Et ces informations-là, grâce à ces deux résistances-là, sont données ici, ACP et ACN, positif, négatif. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Et bien, cette puce de charge-là, grâce à la shunt résistor, donc ces trois systèmes-là, là, on a une grosse résistance là ainsi que deux petites là, tout ce système-là fait que la puce de charge peut savoir combien votre machine consomme. Et du coup, elle peut aussi savoir s'il y a un problème. Si cette ligne-là est en court-circuit, la puce de charge le sait et du coup, n'ouvre pas les MOSFET qui sont en amont et du coup, forcément, ça protège la ligne. Le problème, c'est que du coup, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas de 19 volts alors que ça se trouve, les MOSFET sont bons, la puce de charge est bonne. Il convient donc, quand vous n'avez pas de 19 volts sur le PQ50 à sa sortie, par exemple, de tester sur cette ligne-là ou directement sur une des shunt résistors si on n'a pas un court-circuit. Alors, on va essayer de trouver ça, la fameuse shunt résistor. Où est-elle placée sur une carte mère? C'est parti, on y va. Je reprends donc ma carte mère de Asus. Et alors, on va essayer de trouver la fameuse shunt résistor. Donc, je repars du connecteur de batterie, enfin de charge, qui est juste ici, d'accord? Pas de problème. Je vais donc chercher mes deux MOSFET, ils sont bien là. Donc, techniquement, la shunt résistor, elle doit pas être bien loin parce que très souvent, elle suit les MOSFET. Et en plus, elle a une forme très spécifique. Elles sont relativement grosses et donc faciles à trouver. Donc, j'essaye de la retourner un petit peu dans tous les sens. Et on va essayer de la trouver. Ok, je crois que je l'ai. Elle est bien cachée. Elle est juste là. J'essaie de vous mettre le stylo dessus. Voilà. C'est assez gros et c'est noir. Hein. C'est vraiment une grosse résistance. Et bien, voici la shunt résistor. J'ai mis du stylo dessus. Elle est en rouge comme ça. Maintenant, on le sait bien. Ça ressemble vraiment à une shunt résistor. Donc, en gros, c'est elle qui va contrôler le courant. Donc, je peux très bien tester ici si j'ai pas un court-circuit, par exemple, à une borne ou à l'autre. Hein, ça arrive au même. Et on verra tout de suite s'il y a un problème ou pas. Ça, c'est vraiment très important. Et ça, on le retrouve aussi sur les Mac. Hein. On a des shunt résistors sur les Mac. D'un côté pour la batterie, d'un côté pour, en gros, le 19 volts du chargeur. Et ça marche aussi pour les PC portables. Je dois avoir une shunt résistor près du connecteur de batterie afin de contrôler si tout va bien. Voilà, elle est juste ici. Elle n'est pas de la même couleur. Elle est là. Elle est là. Voilà, on a une shunt résistor juste là. Et du coup, proche du connecteur batterie qui est juste ici.
Voilà, c'est vraiment important de savoir à quoi servent ces petites choses-là. Et du coup, ça, c'est vraiment la puce de charge qui peut contrôler combien la machine consomme. Et du coup, encore une fois, s'il y a un court-circuit, la puce de charge ne va pas ouvrir les deux transistors qui sont ici. Donc forcément, vous n'aurez pas votre 19 volts, vous n'aurez pas votre VCC main en quelque sorte. Donc forcément, la machine ne risque pas de s'allumer. Donc c'est vraiment très important de contrôler ça. Allez, on passe à la suite. Donc, maintenant qu'on sait qu'on a notre 19 volts qui est créé par nos deux MOSFET et notre puce de charge, il faut bien savoir où va ce 19 volts, quel est le composant suivant qui va être alimenté. Donc, le composant suivant sur une carte mère de PC portable, c'est pas compliqué, ça va être la puce 5 volts, 3 volts. Cette puce-là, elle va créer deux rails d'alimentation. D'un côté, vous l'aurez deviné, le 3 volts, d'un l'autre, le 5 volts. C'est tout simple. Cette puce-là, en gros, elle est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que la machine soit allumée ou éteinte, on aura toujours nos 3 volts, 5 volts. Et encore une fois, comme cette puce travaille tout le temps, elle est tout le temps sous pression, eh bien, elle a tendance à claquer. Donc là, pour l'instant, on a déjà vu 4 composants en quelque sorte qui peuvent claquer facilement. Les deux transistors, la puce de charge ou la puce 3 volts 5 volts qui a tendance à claquer très souvent aussi, et dans ces cas là forcément vous n'avez plus de 3 volts, vous n'avez plus de 5 volts, votre machine manque de voltage vitaux et donc forcément ne démarre pas. Donc on va regarder rapidement sur le schéma papier encore une fois où est cette puce et aussi sur la carte mère. C'est parti. Voilà, donc je suis toujours sur la page de ma puce de charge. On va donc rapidement trouver où est notre VCC main. Donc comme je disais tout à l'heure, on avait la shunt résistor qui est ouvert par la puce de charge une fois que les deux transistors ont été ouverts, etc. Et on a le plus VIN. Et bien je vous présente le VCC main sur cette machine, plus VIN. Donc le plus VIN c'est 19 volts en gros qui vient de notre chargeur et qui va forcément alimenter beaucoup de composants sur la carte mère. Bref, maintenant on va aller à la puce 3 volts 5 volts parce que c'est le second composant qui est vital dans une carte mère. Et là sur la page on a bien plus 3 volts, plus 5 volts, S5. S5 pourquoi? Pour l'état de la machine, state en anglais, state 5. Donc en gros, state 5 pour un PC portable, ça veut dire qu'il est éteint. Mais encore une fois, même éteint, il y a des composants qui travaillent et donc des voltages qui sont créés. Sur un PC portable, il y a donc le state 5, éteint, le state 4, veille prolongée, le state 3, veille tout court, et le state 0, tout est en marche, tout est allumé. Donc ça c'est vraiment important de le savoir, mais bien souvent nous, quand on fait des tests, forcément ce qui nous intéresse, ça va être le state 5, le state 4 parce qu'on a des choses importantes à savoir dessus, et le state 0, c'est tout. Le state 3, bien souvent, quand on a le 4, il fonctionne. Hein. C'est extrêmement rare d'avoir des problèmes similaires parce que très souvent les systèmes sont déjà tous opérationnels. Donc c'est parti, je vais aller en page 35 pour voir comment est fait et comment fonctionne la puce 3 volts 5 volts. C'est parti, page 35. 35, voilà. DC, donc en gros c'est une puce qui va convertir du courant continu en courant continu. L'un 3 volts, l'autre 5 volts. Hop, je me mets dessus et on a ici notre petite puce 3 volts, 5 volts. Et d'ailleurs elle est assez sympa parce qu'on a d'un côté, comme je l'ai fait tout à l'heure sur le dessin, le 5 volts et de l'autre le 3 volts. Elle est vraiment découpée en deux parties, on va dire, cette petite puce. D'ailleurs on retrouve encore une fois deux transistors de chaque côté, une bobine et sans doute un condensateur pour stabiliser le tout qui ne doit pas être bien loin. Voilà, j'en ai un ici, j'en ai un gros ici, bref voilà, il y a vraiment de quoi stabiliser tout ça. Et là c'est pareil, condola, condola, condola. Tout ça c'est très important de le savoir parce que pareil, quand on veut chercher une puce ou une ligne sur une carte mère de PC portable, on sait qu'on doit chercher deux transistors, une bobine et un condensateur chimique. Alors je dis bien chimique parce que ici, là, je vais vous le zoomer, on a un petit arc qui montre bien que c'est un condensateur chimique. Là c'est du céramique. Les céramiques c'est les petits que vous connaissez sur les iPhones. Les chimiques c'est les grosses bonbonnes on va dire qu'il y a sur beaucoup de cartes mères. Ça permet de savoir vraiment de quoi on parle. Là c'est un chimique parce qu'il y a le petit arc hein, comme je disais. Hop, voilà, je reviens sur la petite puce 3 volts 5 volts. On a donc notre VIN, voilà, donc notre VCC main en quelque sorte qui vient alimenter directement notre puce 3 volts 5 volts. Donc là en gros c'est pareil. Avant de tester rapidement si on a bien 3 volts 5 volts, on peut déjà tester si ici on a bien du 19 volts. On a une petite résistance, il arrive parfois que la résistance là éclate s'il y a de l'oxydation aussi dessus et donc forcément la puce n'est plus alimentée, le VIN. Donc là on peut tester à la PAC numéro 16, on voit bien 16 ici, on peut tester si ici on a bien du courant qui passe, nos fameux 19 volts. Si on n'a pas 19 volts ici, eh bien c'est que la résistance là elle est claquée, si bien sûr on a testé si cette ligne là est présente en amont. Tout simplement. On a aussi autre chose à savoir sur cette foutue puce 3 volts 5 volts, il faut qu'elle soit activée. Et on a un enable, EN pour enable. Donc comment ça se passe? Eh bien c'est pas compliqué, on a le 19 volts qui arrive à la résistance là pour alimenter notre puce 3 volts 5 volts, mais on a aussi la ligne là qui passe par encore une résistance
et qui passe ici pour l'activer. Alors, on a aussi une résistance ici qui va directement vers le GND. Ce logo-là, c'est pour le GND. Les deux résistances-là, liées ensemble, s'appelle du coup en gros la loi d'Ohm. Quand on met deux résistances comme ça, on abaisse le courant. C'est-à-dire que là, on est 19 volts ici, et en fait, ici, on n'est plus à 19 volts, on doit être techniquement dans les 3 volts 3. Pourquoi 3 volts 3? Parce que ces composants-là, bien souvent, ont besoin d'un voltage de 3 volts 3 pour s'activer. C'est le voltage de référence sur un PC portable. Sur les iPhones, c'est plutôt 1 volt 8. Sur des PC portables, c'est plutôt 3 volts 3. Donc là, en gros, on doit avoir normalement 3 volts 3 pour activer cette puce. Alors, ça dépend des puces. Des puces, c'est plutôt du 10 volts, du 5 volts, etc. Mais ça, on peut le savoir dans le datasheet. Et comment les trouver? Eh bien, on tapera la référence de la puce tout simplement. Voilà, donc on a besoin d'une alimentation et d'une activation. Là, c'est très simple, on sait qu'elle est alimentée par le 19 volts et on sait aussi forcément qu'elle est activée directement par la petite résistance qui est ici, ainsi que celle-ci, tout simplement. Donc cette puce-là, techniquement, si elle est alimentée, elle doit fonctionner tout de suite. Donc dès que vous branchez votre chargeur, elle doit se mettre en route et donc créer nos lignes 3 volts et 5 volts. On va donc regarder sur la carte mère où ça peut être placé et ensuite on passe à la suite. Voilà, donc je reprends sur ma carte mère de Asus, on sait donc où sont nos MOSFET, on sait où la shunt résistor, on sait où est la puce de charge, on ne sait pas encore où est la puce 3 volts 5 volts. Mais ce que l'on sait, c'est que bien souvent, comme je disais, sur les puces 3 volts 5 volts, comme il y a deux lignes très proches, on a aussi deux bobines qui sont très souvent collées l'une à l'autre. Et là, je les vois, elles sont vraiment faciles à trouver. On voit ici et là deux bobines, je vais vous les rapprocher. Là, et là, deux bobines. Et on a tout un système de transistors ici, deux petits transistors chacun, etc., etc. Donc, non loin, on doit avoir la puce 3 volts 5 volts. Et j'en vois une juste ici. Donc, il y a de fortes chances que ça, ce soit la puce 3 volts 5 volts et que ça, ce soit notre rail 3 volts ou 5 volts et celui-ci, forcément, l'autre. Donc, ça va être très simple de tester sur une carte mère. On peut donc brancher le connecteur de charge et tester tout de suite si là, on a bien 3 volts et 5 volts. Voilà, c'est vraiment très très simple. Si on n'a pas 3 volts 5 volts ou qu'on n'a que 3 volts ou que 5 volts, on teste l'une des lignes, voir si il n'y a pas un court-circuit, et sinon on peut toujours changer la puce 3 volts 5 volts parce qu'elle peut très bien faire fonctionner une ligne, mais pas l'autre parce qu'elle est semi-HS, tout simplement. Ça arrive assez souvent sur les PC portables. Voilà, donc là on a une référence sur la puce qui est RT, je vais le lire à la main, hop, RT 8206A, RT 8206A, on va aller voir sur internet et essayer de trouver le datasheet pour s'assurer que c'est bien la puce 3 volts 5 volts. C'est parti. Voilà, donc RT 8206A. On va hop sur internet. Je vais prendre le premier lien qui vient. Richtech, c'est le composant qui le fabrique. Et voilà, d'ici je vois déjà 3 volts 5 volts output. Donc je vais quand même cliquer dessus histoire d'avoir le datasheet. Donc la carte d'identité encore une fois du composant. Hop. Il ne veut pas m'y amener, mais il va y aller quand même. Très bien, donc là j'ai le datasheet de la puce. Et là, on peut un petit peu plus en savoir sur ce composant. On peut lire toute la description générale. Ce petit composant, patati patata, contrôleur à fixette 3 volts 5 volts. Voilà, donc en gros, et apparemment elle est même ajustable de 2 volts à 5 volts 5. Donc on fait un petit peu ce qu'on veut avec cette puce là. Et on a bien sûr les références, les pattes, comment ça fonctionne. On retrouve du coup techniquement notre activation enable, voilà, notre alimentation qui doit être quelque part VCC, voilà, très bien. Donc là, celle-ci, elle fonctionne avec deux activations. On peut activer le 5 volts et on peut activer le 3 volts séparément. C'est pas comme sur celle du HP. Mais en gros, ça fonctionne plus ou moins de la même manière. Voilà, ça permet de savoir un petit peu comment le composant fonctionne. Et si on n'est pas sûr, eh bien on peut descendre encore un peu plus. Et on a voilà, toutes les explications des pattes. En gros, voilà, patte numéro 1, elle sert à ça. Patte numéro 2, elle sert à ça. Patte numéro 3, bah, c'est le VCC, ça sert à ça, etc. etc. C'est vraiment très intéressant de savoir un peu comment le composant peut fonctionner quand on a un doute et qu'on veut tester les pattes. Est-ce que c'est normal que j'ai 0 ici ou est-ce que c'est normal que j'ai du voltage là? Tout simplement. Voilà, donc là, on sait maintenant qu'effectivement, c'était bien de plus 3 volts 5 volts. Donc voilà, sans schéma, on a pu réussir à trouver déjà la plupart des composants qui claquent sur la carte mère. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est des composants qui sont sous pression. Ils sont toujours actifs, même quand la machine est éteinte. Donc forcément, ils ont tendance à claquer. Allez, on passe à la suite. Voilà, donc maintenant qu'on sait comment est créé notre rail 19 volts VCC main entre guillemets, il est créé par la puce de charge qui va ouvrir les deux MOSFET d'entrée. Il y a une petite shunt résistor qui va contrôler le courant qui passe là-dedans pour savoir s'il n'y a pas de court-circuit. On sait que ça va directement à la puce 3 volts 5 volts en priorité dans la machine et donc forcément qu'on est censé avoir ces voltages. Où va le voltage? Eh bien c'est pas compliqué. Le 5 volts, au départ quand la machine est éteinte, il ne va qu'à un seul endroit, les ports USB. Et c'est tout. Pour l'instant ça ne sert à rien d'autre et clairement ça ne servira quasiment qu'à ça. Le 5 volts dans les PC portables ne sert quasiment que pour alimenter les ports USB. Et c'est tout.
Le 3 volts, quant à lui, par contre, va se retrouver partout dans la carte mère, parce que, comme je disais, c'est le voltage de référence. Sur les iPhones, on a 1,8 V, sur les PC portables, on a 3,3 V. Et bien, en gros, ce voltage-là, il va se retrouver sur quasiment tous les composants nécessaires pour la communication, l'alimentation pour certains, etc. Donc, on va quand même commencer forcément par le début. Où va ce voltage en priorité, parce que notre machine est toujours éteinte pour l'instant? Eh bien ce 3,3 V qui est craché par la puce 3,5 V va à un seul et unique composant au départ, ça va être la puce Super I/O. Cette puce là elle est très facile à reconnaître, elle est relativement grosse et en plus elle est toujours pareille sur les PC portables, ça c'est formidable. Et on a par contre beaucoup de références différentes, on a aussi beaucoup de fabricants, on va voir ITE, Nuvoton, j'en ai plus en tête mais il y en a vraiment beaucoup, je crois qu'il y a au moins 5 ou 6 fabricants. On a SMSC qui ressemble d'ailleurs beaucoup au nom SMC sur les MacBook parce que ça ressemble. La puce SMC sur MacBook est une puce Super I/O en quelque sorte, un peu plus complexe mais dans le principe c'est ça. Bref, on va donc voir rapidement où est cette puce Super I/O sur la carte mère et surtout à quoi elle sert plus ou moins. C'est parti. Voilà, je reprends donc ma carte mère de Asus et là je vous ai mis dessous. Cette puce là, c'est la puce Super I/O. Donc comme je disais, elle est vraiment facile à reconnaître parce que voilà, on a une grosse puce carrée avec pas mal de pattes de partout. Bien souvent, il y a 128 pattes là-dessus. Donc on les reconnaît toujours très facilement. Je vais prendre la carte mère du HP par exemple et je vais vous la trouver en 2 petites secondes. Voilà, elle est juste là. Hop, voilà. C'est pas le même fabricant, là c'est Ene et là c'est ITE. Mais en gros, elles ont vraiment la même forme et quasiment les mêmes fonctions. C'est juste que forcément les fabricants font leur propre puce avec leur propre programme à l'intérieur et forcément les pattes vont pas avoir les mêmes sens entre l'une et l'autre. Mais très souvent on peut trouver des références correspondantes ou en tout cas retrouver des puces ITE sur des cartes mères HS. Et voilà. Donc là c'est pas compliqué. Comme je disais, on a notre 3,3 V qui fonce directement à cette puce-là. Et que va faire cette puce-là? Eh bien, elle va directement alimenter le BIOS. Le BIOS de votre carte mère, très souvent, il est très proche de la puce ITE. On va essayer donc de le trouver. Je me mets rapidement à l'œil. Alors là, il est un peu plus éloigné, on a notre puce ITE qui est ici et notre BIOS qui est là. Mais bon, on est quand même pas très loin, il n'y a pas un gros écart. Voilà, je mets mes doigts pour que vous puissiez voir à peu près l'écart. C'est pas extrêmement long. Il y a un doigt, on va dire, de longueur entre l'ITE et le BIOS. Alors très souvent, ils sont plus proches que ça. Là, il est un peu plus éloigné, merci Asus. Mais voilà, généralement, on peut savoir que si la puce ITE est dans le coin, on a le BIOS vraiment pas très loin. Je vais prendre cette carte mère là, celle du HP en exemple encore une fois. J'ai la puce ITE qui est là et juste ici, je le vois, c'est le BIOS. Alors comment je les reconnais? C'est pas compliqué. Les BIOS, ils sont un peu plus larges que les transistors et surtout ils ont des références encore une fois au niveau de la puce qui vont être toujours les mêmes plus ou moins parce que c'est les mêmes fabricants très souvent qui vont créer les BIOS. Donc c'est facile à trouver et encore une fois on peut trouver grâce au datasheet sur internet. Si on a un petit doute, on tape la référence qu'il y a dessus et on trouve tout de suite si c'est un BIOS, donc une mémoire avec un programme dedans, ou si c'est autre chose tout simplement. Voilà, donc il est important de savoir que tous les composants que je viens de vous montrer claquent extrêmement souvent. Alors, mis à part le BIOS qui lui est plutôt solide, mais par contre son programme à l'intérieur a tendance à avoir des soucis, donc on peut toujours le flasher dans ces cas-là. Bon, d'accord. Comment savoir pour diagnostiquer si ma puce ITE, celle-ci, est bonne ou pas? Eh bien, c'est très simple. Très souvent, la puce ITE, quand elle est claquée, vous avez les voyants de la machine, mais vous ne pouvez pas la démarrer. Parce que c'est elle qui va en gros envoyer le courant au petit bouton power de votre carte mère. Donc quand vous appuyez sur le bouton power pour l'allumer, eh bien c'est elle qui reçoit le signal et c'est elle qui va donc envoyer tous les signaux importants vers le chipset pour que le chipset du coup puisse démarrer la machine et sans ça forcément ça démarre pas. Donc très souvent quand on a les voyants de la carte mère, ils sont aussi c'est des petites LED, genre j'ai détecté que le connecteur de charge est bien branché, je détecte que la carte mère est bien en charge, par contre quand j'appuie sur le bouton power il ne se passe rien, alors que tous les voltages pour démarrer la carte mère du départ sont présents et que tout va bien. Et bien très souvent c'est parce que la puce Super I/O elle a claqué. Donc bien sûr, c'est pas évident de la tester à 100% parce qu'il y a énormément de pattes et il y a quelques signaux qui sont plus complexes à trouver que d'autres. Dans ces cas-là, il faut un oscilloscope. Mais généralement, voilà, c'est vraiment le truc tout simple. Si la machine a tous ces petits voltages de démarrage, mais que quand j'appuie sur le bouton, je n'ai rien, dans ces cas-là, on peut commencer par la puce Super I/O parce que c'est vraiment elle qui contrôle le démarrage de la machine dès le départ. C'est un petit peu comme la PMU sur un iPhone. Sauf que là, forcément, elle n'intègre pas de voltage. Elle va juste s'occuper, en gros, de lancer l'ouverture
l'ouverture de certaines lignes d'alimentation, si ça peut vous paraître plus clair comme ça. C'est pas facile de l'expliquer comme ça, mais en gros, quand vous allumez votre machine, c'est vraiment elle qui va contrôler les voltages principaux, on va dire, pour votre CPU, votre GPU, et voilà, tout simplement. C'est elle qui va contrôler les prochaines, on va dire, puces d'alimentation pour votre machine. Bien sûr, si elle est claquée, eh bien, rien ne va démarrer, c'est normal. Donc là, on a vu des choses déjà très importantes, la puce de charge, les MOSFET, la shunt résistor, la puce 3V 5V et la puce Super IO, tout simplement. Et bien, ces composants-là, ils travaillent tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que la machine soit allumée ou éteinte, ils fonctionnent en permanence. Et donc forcément, comme ils sont tout le temps sous pression, ils ont tendance à lâcher. Il faut simplement les tester. Est-ce que ma puce de charge ouvre bien mes MOSFET? Est-ce que j'ai bien mon 19V? Du coup, le fameux rail plus VIN, ou VCC main en quelque sorte. Est-ce que ma puce 3V 5V est bien alimentée par le VCC main 19V? Est-ce qu'elle crache bien son 3V d'un côté, son 5V de l'autre? Est-ce que ma puce ITE, juste ici, donc là c'est ITE la marque, mais ma puce Super IO, est-ce qu'elle est bien alimentée? Est-ce que mon BIOS est bien alimenté? Et déjà à partir de là, on peut diagnostiquer très facilement, je dirais, allez, 85% des pannes des cartes mères, parce que vraiment, très souvent, c'est ces composants-là qui posent problème. On va passer à la suite. Une fois que notre puce Super IO fonctionne et qu'elle est donc alimentée, elle va activer une puce très importante, le chipset en quelque sorte. Alors pourquoi je dis activer? En fait, elle ne va pas activer le chipset, elle va activer une ligne d'alimentation qui va activer le chipset forcément. Le chipset, c'est la puce en gros qui va vous permettre au processeur, à la RAM, au GPU de communiquer tous ensemble. C'est vraiment le cœur de communication pour tout le monde. Si le chipset a un problème, forcément la machine ne pourra pas fonctionner correctement, ou ne pourra même pas démarrer du tout d'ailleurs. Bon, c'est extrêmement rare que le chipset il claque, hein. Ça m'est déjà arrivé une fois ou deux, mais sur un paquet de cartes mères, c'est vraiment rare que le chipset il lâche. Bref, la puce Super IO va donc ouvrir une ligne d'alimentation pour alimenter le chipset, et là le chipset, c'est pas compliqué, il va créer un rail extrêmement important pour la carte mère, le Sleep State 4. En gros, le chipset va vérifier si certains voltages sont bien présents pour alimenter le processeur, le chipset, bref, tous ces voltages-là. Et si tout est OK, il va créer le Sleep S4. Alors pourquoi celui-ci est très important? Parce que c'est le seul signal qui va en gros passer de l'état de veille prolongée de la machine à état allumé, tout simplement. Donc on peut tester ce voltage-là parce qu'on peut le retrouver sur les puces Super IO, mais évidemment sur les cartes mères, quand on n'a pas de schéma, il est très difficile de trouver ce fameux signal. Par expérience, on peut essayer de le trouver dans ces cas-là grâce au datasheet qui est de la puce Super IO. On trouve le datasheet grâce à la référence de la puce Super IO et on retrouve le fameux signal qui est censé être présent. Je vous montre ça sur les schémas papier parce que malheureusement, ils ont un nom à chaque fois différent, donc c'est pas toujours évident de les trouver. Mais il est quand même très important quand on peut le trouver de le tester pour savoir si on a bien notre 3V3. Parce que, encore une fois, si le signal est bon, c'est qu'il est à 3V3. Si le signal est là, alors le chipset il a vérifié que tous les voltages nécessaires pour démarrer la machine quand vous allez appuyer sur le bouton sont bien présents. Il le renvoie ce signal-là à la puce Super IO qui va donc comprendre que tout est présent et qui va donc pouvoir poursuivre le démarrage de la machine quand on veut l'allumer. Donc c'est vraiment un voltage extrêmement important à tester, enfin un signal du coup, extrêmement important à tester pour savoir si la machine va bien. Alors c'est parti, j'essaie de vous le trouver. Je suis donc sur le schéma papier de nouveau, on va taper dans la recherche, alors en anglais c'est souvent abrégé, sleep, SLP pour sleep, et donc le petit tiré du bas, hop si j'arrive à le faire, voilà, state 4, voilà, hop je fais rechercher et apparemment il en a trouvé un, effectivement je le vois il est là, je vais vous le zoomer, juste ici, et là normalement ça c'est le chipset, alors je dézoome, et on a normalement PCH, voilà, PCH pour chipset en gros. Donc, notre chipset va développer ce signal, le Sleep State 4. On a une petite résistance et ça devient le signal SUSC. Donc, je vais faire copier et je vais faire une recherche de ce signal. Hop, coller. Donc là, j'ai 3 lignes. Donc, celle-ci, je passe à la suivante. Et une ici, je me mets bien. Voilà, là, j'ai un signal qui rentre. On a bien une petite flèche qui nous dit que le signal SUSC rentre dans cette puce là, à la patte numéro 16. Quelle est cette puce là? Eh bien je vous mets dans le mille, c'est la puce SIO. Hop, je vais redescendre un peu, et on a bien la EC, parce qu'elle est appelée aussi EC cette puce. Je sais que c'est compliqué, mais en gros EC, SIO, eh bien c'est la même. Donc notre puce SIO doit recevoir le fameux signal Sleep S4. Grâce à ce signal, elle comprendra que le chipset va bien, que le processeur est prêt à démarrer lorsqu'on appuiera sur le bouton. Mais bien sûr, il y aura d'autres lignes d'alimentation qui seront créées par la suite. Mais au moins, les signaux pour dire « Ok, tout va bien, je peux démarrer » sont présents.
Donc là, je vais faire un petit briefing encore une fois sur ma tablette. Je vais vous faire un petit dessin du schéma de comment tout ça, ça communique et ça fonctionne. Vous y verrez un peu plus clair. Et ensuite, on pourra continuer la suite pour savoir un petit peu qui est alimenté après. C'est parti. Je reprends donc depuis le début. On a notre connecteur 19 volts qui va venir alimenter la puce de charge. On a deux MOSFET, une shunt résistor, juste ici, R, qui va laisser passer le courant, enfin qui va calculer en gros l'ampérage du courant qui passe. La puce de charge va donc vérifier grâce à la shunt résistor s'il n'y a pas de court-circuit. Elle va donc ouvrir les deux MOSFET. On va donc retrouver notre 19 volts ici. On a le plus VIN, notre VCC main. Ce VCC main, ce plus VIN, va se retrouver à la puce 3 volts, 5 volts, qui va donc créer deux rails d'alimentation. Le 5 volts qui va servir à l'USB et le 3 volts 3, parce que c'est 3 volts 3 techniquement, même si c'est marqué 3 volts sur les schémas, va se retrouver directement vers la puce SIO. Cette ligne-là va aussi alimenter, je vais vous dézoomer pour que ce soit plus simple. Cette puce-là va aussi alimenter via le 3 volts 3 le chipset. Voilà. Qui va donc cracher un signal à la puce SIO qui est le Sleep State 4. Qui veut donc dire en gros tout est là pour démarrer la machine. Et donc quand j'appuierai sur le bouton Power, eh bien la puce SIO va lancer des informations à d'autres composants qui ne seront tels que la puce qui alimente le CPU, la puce qui alimente le GPU et la puce qui alimente la RAM. Tout simplement. Une fois que ces trois puces-là auront alimenté, elles rendront ce qu'on appelle un feedback pour dire à la puce SIO, nous aussi on va bien. Et là la puce SIO saura que tout est prêt, la machine peut démarrer. Donc, encore une fois, je prends ma petite carte mère Asus. Comment je peux savoir où est la puce qui va alimenter le CPU? Eh bien, c'est pas compliqué. Encore une fois, c'est relativement proche. On a ici donc le processeur, le CPU. On a deux grosses bobines qui vont donc l'alimenter. Et donc, pas loin, ici, on a une petite puce, juste là. Hop, je me mets dessous. C'est la puce qui va alimenter le CPU. C'est elle qui va contrôler en gros les MOSFET qui sont juste ici, qui vont alimenter via les bobines là, tout simplement. Cette puce là, eh bien, elle est contrôlée par la puce Super IO qui est juste là. Et une fois que la puce aura, hop, désolé, je me mets dessous. Une fois que la puce là aura développé les voltages pour le CPU juste ici, elle va renvoyer un feedback. Un feedback, en gros, un signal à la puce SIO qui est juste là, pour dire c'est bon, tout va bien, je crache bien mes bons voltages, donc de ce côté-là, je suis OK. La puce SIO va donc le savoir, elle va dire d'accord, cette partie-là, c'est bon. Ça va continuer pareil pour la carte graphique. Alors sur cette machine-là, il n'y a pas de carte graphique, il n'y en a pas, elle est intégrée au CPU, donc en gros, tout est géré par la même puce, donc pareil, le signal sera donc reçu par ça. Mais s'il y avait une carte graphique, eh bien normalement ce serait pareil. Il y aura une petite puce qui alimente les bobines avec un signal feedback vers la puce SIO. Et pour la RAM, c'est pareil, c'est toujours le même principe. On a la RAM qui est là. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on cherche quelque chose qui se rapproche au niveau alimentation de la RAM. On a une bobine juste ici. Je ne vois, je crois, pas de puce de contrôle. Donc elle est peut-être de l'autre côté derrière. On va essayer de la trouver. Où es-tu, petite puce de contrôle? Ah, j'ai quelque chose ici. Elle est toute petite la RAM en général. Alors je peux me tromper, faudrait que je vérifie dans le datasheet, mais voilà. C'est une petite puce de contrôle et vu que la RAM est de l'autre côté, il est bien possible que ce soit elle qui s'occupe de ça. Alors pourquoi elle est toute petite? Parce qu'elle a vraiment pas beaucoup de voltage à créer, un seul en général. Le voltage de la RAM, donc si c'est de la RAM récente, c'est 1,35 V. Si c'est de la RAM un peu moins récente, c'est plutôt du 1,8 V et je crois que c'était 2,35 V pour les plus vieilles. Voilà. Et donc elle aussi, elle va cracher un petit signal, un petit feedback à la puce SIO pour dire je vais bien. Donc si votre puce SIO essaie de démarrer la machine, que vous avez bien le petit voyant, lorsque vous appuyez sur le bouton power, vous avez bien le voyant qui s'allume pour dire je suis en train de m'allumer, mais que d'un coup il s'éteint, c'est que votre puce SIO elle est bonne, mais qu'il y a peut-être une puce comme celle de la RAM ou celle qui gère le CPU ou celle qui gère le GPU s'il y en a un, qui a un problème, qui renvoie pas son signal correctement et du coup qui dit j'ai un souci, coupe-toi. Et donc la SIO obéit. Elle comprend qu'il y a un problème et du coup forcément elle coupe la machine par sécurité, tout simplement. Par contre, si tout va bien, eh bien elle reçoit bien les feedbacks. Ok, tout va bien, je démarre et la machine démarre. Vous avez donc le ventilateur ici qui se met à tourner.
Et sinon, il ne tourne pas forcément parce que la machine s'est éteinte directement. Il convient donc dans ces cas-là de vérifier, encore une fois, si on n'a pas de court-circuit sur la bobine, par exemple, qui va alimenter la RAM, sur les bobines qui ne vont pas alimenter le CPU, par exemple, hop, ici, voilà. Si on n'a pas de court-circuit, s'il y a un GPU sur les bobines GPU, etc. etc. C'est toujours pareil, le but du jeu dans ces cas-là, c'est de vérifier si on n'a pas de court-circuit tout simplement. Mais au moins, vous faites ça dans l'ordre et vous savez de quoi il en retourne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a beaucoup de choses qui seraient encore à dire sur les cartes mères de PC portables, mais c'est extrêmement compliqué de tout expliquer dans une seule et même vidéo, et même en vidéo, hein, il y a des choses qu'on peut montrer qu'avec un oscilloscope que je n'ai malheureusement pas ici. Mais toutefois, une carte mère de PC portable, en général, on arrive 3/4 du temps à la réparer grâce au multimètre en testant, comme j'expliquais, toutes ces petites lignes de voltage qui sont donc dans l'ordre que je vous ai cité au niveau signaux et voltage. Le signal vraiment SLIP S4 est extrêmement important, donc si par chance vous pouvez le trouver grâce au schéma ou au board view, c'est super. Si vous ne le trouvez pas ou vous n'avez pas de schéma, vous pouvez vous reporter au datasheet de la puce Super IO qu'il y a sur la carte mère, et dans ces cas-là, retrouver la patte qui correspond au signal SLIP S4. Et ça, c'est formidable, on peut tout de suite savoir, même sans schéma, où est le signal, et c'est formidable. Une fois qu'on a ce petit signal-là, on peut vérifier si la puce CPU, elle est bonne, on peut vérifier si la puce RAM, elle est bonne, si la puce GPU, elle est bonne, etc. etc. Il convient aussi de parler rapidement du BIOS, parce que le BIOS, en général, c'est un petit peu délicat. Il est possible que votre machine aille très bien, tous les voltages sont présents, le ventilateur tourne mais la machine ne s'allume pas. Très souvent c'est parce que le programme du BIOS a un problème, il est défaillant. Dans ces cas-là il faut le dessouder, on a un petit programmeur de BIOS, on met le BIOS dessus, on injecte le nouveau programme qu'on peut trouver sur internet, on ressoude le BIOS et généralement ça repart. C'est quelque chose qui arrive assez souvent sur les BIOS. C'est aussi le BIOS qui gère le mot de passe, un peu comme sur les Mac. Il peut y avoir des mots de passe quand vous allumez la machine, et bien vous pouvez le supprimer en flashant le BIOS. Dans ces cas-là c'est très simple aussi. Mais très souvent, une machine qui s'allume, vous avez le ventilateur qui tourne, vous avez la RAM qui est alimentée, le processeur qui est alimenté, mais il n'y a rien à l'écran, c'est souvent le BIOS qui a un souci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine, en espérant dans le local.